Bonjour, ici Catherine Brisebois. Bienvenue sur une autre émission du Projet Love. La semaine dernière, je vous ai présenté Laurent Aumier, ce conférencier et cet aventurier hors du commun. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de l'entrevue, Laurent nous partage de manière très intime et avec beaucoup d'authenticité les épreuves qu'il a eu à surmonter dans la vie. Et vous allez voir, son histoire ne laisse personne indifférent. Alors oui, c'est possible de surmonter le deuil et de transformer la souffrance pour redonner au suivant. Alors, on est en compagnie encore de Laurent Aumier, un aventurier, athlète d'endurance et conférencier. Rebonjour. Rebonjour. On a parlé dans la première partie de l'entrevue donc de tes exploits, si on peut le dire comme ça, au niveau athlétique. Et là, maintenant, on va aller dans une zone un tout petit peu plus personnelle. Donc, comme tous les êtres humains sur cette terre, tu as vécu toi aussi des choses difficiles dans ta vie. Entre autres, tu as perdu ta conjointe dans un accident de montagne. Oui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, premièrement, ça fait 15 ans, ça va faire 15 ans cet été. Juste d'entrer dans le sujet, c'est sûr que je me sens émotif. Là. Ça vient toucher encore des cordes sensibles. Dans le fond, après deux relations de 7 ans avec des femmes avec lesquelles j'ai eu des enfants et que ça n'a pas fonctionné finalement, j'avais une nouvelle conjointe. Ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. On faisait beaucoup on partageait beaucoup ensemble là, des sports de plein air qu'on aimait faire, vélo de montagne, alpinisme et tout. Et quand, à un moment donné, on a prévu 2 mois vraiment de voyage sabbatique, on est parti dans les Rocheuses canadiennes en van pour aller faire tous ces sports-là, de l'escalade et tout. Et dans le fond, dans l'ascension, on était en randonnée, mais en randonnée assez extrême, en direction d'un refuge de montagne, dans le fond. Ma conjointe a été heurtée par une chute de pierre. Puis elle est décédée là, devant moi, là, en montagne. Donc ça a été un immense choc pour moi. 2 choses. Le deuil, premièrement, de perdre ma conjointe là, avec qui que j'étais. Et aussi de surmonter le choc post-traumatique. Parce que d'avoir vraiment vu ça arriver, d'avoir été en plein dedans, ça m'a aussi là, beaucoup j'ai vécu un gros choc. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé là, il y a 15 ans. Ça a été un moment de ma vie où j'ai un peu tout... j'ai décidé à ce moment-là que tout était possible, là, de dire... Je continue, je continue, puis c'est extrêmement difficile. Je pouvais passer des heures à pleurer en triant des photos ou des textes qu'elle avait écrits ou peu importe. Il a fallu que je passe à travers graduellement tous ces vêtements, tous ces trucs. Mais j'étais déjà proactif dans m'en remettre. Puis pour moi, ça a été un choix de traverser cette épreuve-là aussi sans aucune... Pas d'antidépresseurs, pas de pilule pour dormir. J'ai vraiment fait à froid, comme on dit. Mais à travers, avec l'exercice encore là, ça a été, c'est quand même un point commun dans ma vie. Ça m'aide vraiment à fonctionner, de faire du sport. Mais j'avais beaucoup de... Tous les signes qui me rappelaient l'accident, dans le fond, au début, étaient très troublants. Là. Le vent, un élément que j'adore, le vent, mais là, c'était devenu que quand il ventait, je venais tout croche. Les bruits de pierres, des pierres qui tombent une sur l'autre, puis ça sent le souffle un peu, là, ça me troublait beaucoup. Mais j'ai confronté ces choses-là. Si je peux me permettre d'aller vraiment dans l'intimité de ce moment-là, il y a des fois où je me couchais tout seul dans ma maison qui était rendue vide. Puis j'avais l'impression que ma conjointe était en dessous du lit. Là. Et j'arrivais pas à m'endormir. C'était vraiment... Mais je me levais.
j'avais mis la lumière, je regardais en dessous du lit et je me rendais compte que non, elle n'était pas là. Puis là, j'arrivais à m'apaiser, mais vraiment d'être dans l'action. Je me suis entouré. J'ai des bons amis qui étaient très présents à ce moment-là. Puis j'étais allé faire des petits voyages d'escalade avec eux, même si c'était vraiment très, très, très difficile. Mais je me suis retrouvé suspendu dans une paroi avec des amis aux États-Unis quelques mois après son décès. Puis c'est ça qui m'a permis tranquillement de m'en remettre. Puis là, quelques temps après, j'ai tenté, parce que là, j'avais tombé en arrêt maladie à travers ça. J'ai tenté de reprendre le travail que j'avais à ce moment-là. J'étais directeur d'un atelier de fabrication de murs d'escalade. Puis j'ai commencé en étant supposé de faire un retour progressif, mais finalement, je suis quelqu'un de très, très entier, très, très dédié à ce que je fais. Puis je me suis retrouvé, dans le fond, à en faire trop. Puis je me suis tapé un burn-out, là, dans le fond, puis c'est là que j'ai tout laissé. C'est vraiment une période de ma vie où j'ai fait du gros ménage. J'ai arrêté, j'étais impliqué sur des CA, des différents CA au niveau du plein air ici où j'habite. J'avais mon travail, tout ça, mais j'ai vraiment tout laissé en me disant, là, pendant un bout de temps, je vais faire juste des choses qui me tentent. J'ai vécu sur les assurances que j'ai eues pendant un petit bout. Et vraiment, en me le permettant, de dire, là, je me fais du bien, je me gâte. Puis en prenant mon sabbatique, j'ai commencé j'ai appelé ça un sabbatique, c'était un burn-out, mais j'ai même pas... moi, j'ai décidé de prendre ça comme un sabbatique, plutôt que de dire, j'ai juste besoin de me reconstruire. Je suis pas complètement... Je suis capable d'être fonctionnel, il faut juste que je me choisisse et que je me reconstruise. Donc, merci beaucoup de partager ça avec autant d'intimité. Je le sais que on se souhaite jamais et on souhaite à personne d'avoir à vivre un deuil ou d'avoir à traverser une dépression, mais ce sont des épreuves de la vie qui touchent tous les êtres humains, en fait. Ouais. Est-ce qu'avec du recul, tu peux dire que ces événements-là t'ont changé? Oui. Ils m'ont changé, mais j'aime... Ils m'ont amené où je suis, en fait. Donc, je ne suis pas vraiment, c'est ça, juste idéaliste pour mettre une image fleur bleue devant ce qui s'est passé, parce que je peux dire qu'aujourd'hui, encore 15 ans plus tard, oui, je me considère plus fort dans certaines sphères de ma vie et je me considère fragilisé dans d'autres. Puis ça demeure là. J'ai encore à dealer avec une anxiété de séparation. Ça veut dire que quand je me retrouve tout seul dans la maison, j'ai encore à dealer avec ça. Ça fait partie de qui je suis. Je dirais que j'ai un système nerveux fragilisé aussi. Ça fait partie de qui je suis maintenant. Mais par contre, ça m'a permis d'ouvrir plus sur travailler sur moi. Ça m'a permis de croire, le fait de surmonter ça, mais ça m'a permis de croire que je peux surmonter beaucoup de choses aussi. Donc oui, ça renforce, mais il faut accepter aussi que ça fragilise certaines parties de notre être, puis qu'on va de l'avant, et ça ne veut pas dire qu'on oublie, qu'on guérit complètement de ces épreuves-là. Ça se grave dans qui on devient. Mais c'est beau qu'est-ce que tu dis, parce que tu as dit un mot-clé, moi je pense, qui est l'acceptation. Alors, cette fragilité-là dont tu parles, c'est une force en quelque sorte. Mm-hmm. Il faut pouvoir accepter tous ces côtés-là de soi, non? Mm-hmm. Oui. C'est un travail d'une vie, là, parce que je dirais pas que je les accepte tout le temps. Des fois, je me tape sur la tomate de vivre cette anxiété-là, par exemple, mais effectivement, de l'accueillir, puis d'agir pour la diminuer, pour que ça se passe mieux, de faire des exercices de respiration, de méditation, cohérence cardiaque. Il y a des outils. D'aller faire de l'exercice, d'aller bouger, mais d'accueillir, puis de respirer dans les parties moins belles de qui on est, oui, ça fait partie
de notre chemin. Là. Mais j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, Laurent, quand tu as pris quand tu as arrêté cette sabbatique-là, tu as pris le temps de te reconstruire. Oui. Ça aussi, c'est un beau concept. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, dans le fond, j'ai commencé premièrement, comme je disais, j'ai tout lâché pour dire que je vais reconstruire sur des nouvelles bases, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. De toute façon, j'étais à ce moment-là pourri dans tout ce que je faisais parce que j'étais trop atteint émotivement, donc vraiment de prendre du recul. Quand j'ai pris mon sabbatique, je suis parti faire du vélo en Europe, chez des amis que j'avais rencontrés dans les Rocheuses, dans le voyage dans lequel ma conjointe est décédée. Donc, eux, quand ils ont su le drame, ils m'ont dit « tu viens nous voir quand tu veux ». Moi, j'ai pris ça au lasso, j'ai fait comme très bonne idée. Ils habitent dans les Alpes françaises, donc je suis parti avec mon vélo. J'ai fait 3 semaines de vie de rêve. Là. Je me sentais comme un coureur cycliste professionnel. Là. Je faisais du vélo, j'allais au spa, je mangeais. C'est ça que j'ai fait pendant 3 semaines. Puis j'ai vraiment... C'était quand même un rêve d'enfance aussi d'aller faire j'ai fait des grands cols du Tour de France à vélo. Ça a été un super voyage. Puis quand je suis revenu de ce voyage-là, j'étais en pleine forme. Fait que je me suis dit, je vais continuer sur cette forme-là, dans le fond, pour en profiter de mon sabbatique. Et là, je me suis mis je me suis remis à faire du triathlon que j'avais laissé depuis 5 ans. Et là, je me suis dit, je vais allonger mes distances, vu que je suis en forme. Fait que je me suis dit, j'avais déjà fait des marathons, des triathlons olympiques, qui sont olympiques, qui ne sont pas aux Olympiques, là, mais de distance olympique, qui représentent 1,5 km de nage, 40 km de vélo, 10 de course à pied. Et là, je me suis dit que je pourrais essayer de faire des demi-Ironman. Donc, mine de rien, cette épreuve-là m'a amené à arriver à faire les courses que je fais aujourd'hui parce que ça a été le début de remettre de l'avant cette passion-là pour les sports d'endurance que j'avais un peu laissé avec les enfants, avec la vie qui avait pris un autre chemin. Donc, ça a été ça a fait partie de ma reconstruction. Cette année-là, finalement, j'ai fait 2 triathlons demi-Ironman. Puis finalement, vers la fin de saison, je me suis dit, je pourrais peut-être essayer un Ironman. Et j'ai cherché, dans le fond, un Ironman qui était le plus tard possible en saison pour me donner encore 1 mois ou 2 d'entraînement. Puis j'ai trouvé un Ironman en Floride qui était le 22 octobre. Donc, ça a prolongé ma saison. Puis ça a permis là, de faire mon premier, dans le fond, mon seul Ironman, et de compléter un triathlon Ironman en 2005. Fait que ça a été une partie de la reconstruction, vraiment de retourner. Après ça, ça m'a aussi, le fait que j'avais laissé mon travail, puis j'avais pas envie de retourner dans le même travail dans lequel j'avais vécu un burn-out. J'avais envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Fait qu'après 6 mois sabbatique, je commençais à manquer d'argent, là, comme tout le monde. Et il y a j'ai croisé un ami qui m'a dit « Hey, tu fais quoi de ce temps-là? » Je dis « Je cherche de job. » Puis il dit « J'en ai. » Fait qu'il m'a engagé sur la construction. Et, mine de rien, j'ai travaillé pendant 10 ans sur la construction, un métier que j'avais jamais fait. J'avais rénové des maisons par moi-même, mais je me considérais comme un très mauvais menuisier. J'avais pas bons outils. Finalement, j'ai travaillé 1 an avec ce gars-là pour... Vraiment, on a construit des maisons de A à Z. Ça m'a appris le métier. Puis au bout d'1 an, j'ai dit, je me suis acheté 10 000 $ d'outils, puis je suis parti à mon compte là, comme construction-rénovation. J'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai aidé des amis en autoconstruction. J'avais des projets vraiment intéressants. Je pourrais travailler 5 mois, 7 mois, 10 mois avec un ami à l'aider à construire sa maison. J'en ai construit 2 pour nous aussi, des maisons. Donc, tout ça, c'est la reconstruction, de se permettre de dire que ça change, la vie change. C'est assez particulier de voir que quand je rénovais des maisons, je me disais, moi, jamais je vais construire une maison parce que j'aimais pas ça. Je le faisais parce que c'était rentable de rénover moi-même et d'arriver à améliorer les maisons dans lesquelles j'habitais sans que ça me coûte trop cher. Mais j'aimais pas ça. Et quand le fait de commencer à faire de la construction en sachant comment faire, en ayant des bons outils, je me suis mis à mieux aimer ça. Et ça m'a amené, dans le fond, à construire nos 2 maisons
dont celle qu'on voit là. Et ça m'a amené surtout à dire, à me positionner dans une situation financière, le fait d'avoir construit 2 maisons, d'en avoir vendu une, d'avoir bâti celle-là avec vraiment 100%, on l'a fait au complet nous-mêmes, on l'a designé, donc on a payé très peu de main-d'œuvre, juste un électricien et un tireur de joint, parce que ça, je ne touche pas à ça. Et ça a permis de faire que là, on a des moins grosses dépenses, donc je peux moins travailler, je peux plus courir, on peut plus voyager, donc c'est ça, de me reconstruire, ça a permis différentes sphères. Puis même après un bout de temps de travailler sa construction, quand j'ai vraiment voulu me mettre à m'entraîner beaucoup plus à la course, je me suis rendu compte que la construction, c'est trop physique. J'avais pas d'énergie pour m'entraîner. Ouais. J'ai lâché la construction. Je me suis trouvé une job comme conseiller chez Atmosphère, qui était beaucoup moins payante, mais je pouvais le faire parce que j'avais fait des bons choix dans ma vie. Et maintenant, ben, ça me permet d'avoir une vie plus relaxe où je vais faire un mix de conférences puis de travail à l'extérieur avec moins de gros besoins financiers, plus de temps pour juste être. Être et non faire, hein? Le défi devient des êtres humains. C'est un énorme défi pour moi. Là. Je suis beaucoup plus confortable dans le faire. Je suis un peu hyperactif. C'est difficile pour moi de toucher le vide, des fois, qui peut être encore là quand je suis dans le être. Mm-hmm. Mais donc, c'est mon prochain gros défi avec ma course des 436 km. Mais un autre gros défi, c'est de travailler plus le être et sans nécessairement arrêter de faire, mais de me permettre des pauses puis d'accueillir c'est quoi qui est là quand je suis dans le être au lieu de juste dans le faire. Et Laurent, tu es déjà très inspirant pour tout ce qui est la partie vraiment athlète et tu es tout aussi inspirant pour tout ce qui est la portion humaine parce que tu es quelqu'un qui donne beaucoup. Donc là, tu as une cause qui te tient à cœur parce que tu as perdu ta nièce il y a 1 an et demi qui s'est suicidée. Mm-hmm. Un autre deuil que tu as eu à traverser. Qu'est-ce qui s'est passé et c'est quoi la cause ou le projet qui a émergé de ça? Dans le fond, Lily, dans le fond, elle avait... c'est la fille de mon frère, de ma belle-sœur, qui habite ici, tout près aussi de chez moi. Donc, je dirais que ça m'a touché de très près pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est ça que je n'avais pas, moi, personnellement, je ne vais pas le prendre, je ne prétends pas du tout avoir eu le plus gros deuil à faire dans cette situation-là. Parce que c'est vraiment mon frère et ma belle-sœur qui vivent aujourd'hui et depuis ce jour-là, quand même une grande souffrance, mais ils sont extraordinaires à travers ça parce qu'ils sont très, très proactifs pour continuer justement à avancer puis à vivre. Mais ça m'a amené dans le fond, quand c'est arrivé le décès de Lily, elle avait dans le fond une historique de santé mentale, elle était très anxieuse, elle faisait de la douance, donc elle était très, très, très intelligente, mais très fragile au niveau de son émotif. Puis, pour moi, dans le fond, j'ai été touché de très près parce que mon frère et ma belle-sœur nous ont demandé à ma conjointe et moi de s'occuper de la cérémonie pour les funérailles de Lily. Dans le fond, ils ne voulaient pas un truc traditionnel, ils voulaient vraiment quelque chose de très, très personnel. Et moi, je l'avais fait pour ma conjointe 13 ans plus tôt. J'avais moi-même monté la cérémonie, j'avais moi-même animé, célébré la cérémonie d'adieu de ma conjointe. Et dans le fond, ma belle-sœur, mon frère avait trouvé ça très touchant. Puis ils souhaitaient que je fasse quelque chose de semblable pour leur fille. Donc c'est sûr que ça nous a... ma conjointe s'est beaucoup impliquée là-dedans aussi. Puis il y a d'autres amis qui se sont impliqués dans cette cérémonie-là. Ça m'a permis d'être beaucoup en présence avec mon frère, ma belle-sœur. De ressentir beaucoup leur souffrance et d'essayer d'être présent le plus possible à ce moment-là. Puis par la suite, dans le fond, au niveau de mes conférences, j'aime à donner à un organisme quelconque. Et j'avais déjà donné pour le camp.
qui est une cause extraordinaire, que je ne veux pas du tout dénigrer ça, mais pour moi, j'étais sur le point là, de signer une nouvelle entente avec Leucan au niveau de mes conférences. Puis quand ça s'est arrivé, ça faisait plus de sens pour moi. C'est comme, OK, il y a d'autres causes aussi qui sont très importantes. Puis de voir, dans le fond, que Lily, malgré tout l'amour de ses parents et malgré qu'elle avait un suivi avec des spécialistes, il y a eu des manquements dans les services qu'elle aurait pu avoir. Ma belle-sœur est aussi en démarche à sa façon pour faire bouger les choses au niveau des services qui peuvent être offerts aux jeunes. Puis je pense que c'est une cause orpheline, donc j'ai décidé de commencer à donner pour la santé mentale chez les jeunes, précisément. Au début, je pensais donner à des organismes, puis finalement, j'ai décidé là, de mettre de l'avant, de monter un fonds, de partir un fonds. Un fonds qui va démarrer officiellement le 10 mai. Ça va s'appeler le fonds Lily Aumier pour la santé mentale chez les jeunes. Donc, en mémoire de Lily et dans l'espoir de faire une petite différence pour soutenir ces jeunes-là. C'est très, très présent, l'anxiété, la dépression. On oublie parfois que ces jeunes-là, c'est pas juste des petites boules de bonne humeur, là. Ils ont aussi beaucoup de souffrance et très, très peu de services. Des fois, il manque de sérieux dans la façon dont ils sont reçus par le système. Donc, vraiment de faire une petite différence. Pour moi, de donner à travers mes conférences, mais aussi à travers mes courses, faire des levées de fonds. Fait que je trouvais que c'était un bon tremplin me servait de la force que j'ai pour pouvoir donner à cette cause-là. C'est très émouvant, hein, parce que je le sais, bon, moi je connaissais pas personnellement Lily, il faut dire qu'on habite dans le même quartier, mais qu'on se connaissait même pas, Laurent, comme quoi, synchronicité de la vie. Il y a quelque chose de profondément touchant et très troublant d'entendre qu'un enfant de 13 ans s'est suicidé. Mm-hmm. On ne comprend pas pourquoi. Est-ce que ce fonds-là va aider les familles à vivre le deuil suite au suicide d'enfants ou ça va servir à prévenir justement le suicide chez les jeunes? Je pense que c'est à préciser. C'est un fonds, le fonds qu'on démarre. Dans le fond, moi j'investis, ma belle-sœur, ma conjointe, une amie, un frère. On est plusieurs à démarrer ce fonds-là pour le démarrer. Et après ça, on fera des levées de fonds en conséquence. Mais l'aide va être orientée vers la santé mentale chez les jeunes. Donc, après ça, c'est sûr qu'il va assurément, quand ce fonds-là va démarrer puis qu'il va se construire, on va sûrement avoir des demandes de différents organismes. Nous, on va être tenus de donner à des organismes de charité. Là. Donc, on ne peut pas nous donner directement à une famille pour dire « on vous aide ». Donc, ça va être vraiment plus donné à des organismes qui vont faire des programmes. Ça peut être très large comme possibilité. Ça peut être d'accueillir des spécialistes dans les écoles qui viennent parler de la dépression aux jeunes, ou ça peut être de parler de prévention du suicide, ça peut être de créer, on ne sait pas quelle dimension ça va prendre. On part avec des moyens modestes et là-dessus, j'encourage, s'il y en a qui ont le goût de supporter une cause, c'est pas obligé d'avoir 1 million ou 100 000 $ pour partir un fonds. Ça prend 10 000 pour démarrer un fonds. À partir de là, ça devient un tremplin. Le fonds devient un tremplin pour pouvoir amasser d'autres argent pour une cause qui nous tient à cœur. Donc, je pense que ça va être orienté davantage sur la prévention, mais c'est quand même ouvert à supporter d'autres causes qui sont en lien avec la santé mentale chez les jeunes. Je vais mettre le lien de cet organisme-là ou de ce fonds-là quand ça sera disponible. Et toutes nos pensées, ou en tout cas toutes mes pensées vont à ton frère et à ta belle-sœur, hein, qui ont à vivre avec cette perte-là quand même, de perdre un enfant. Je pense que c'est à peu près, c'est le deuil le plus difficile, l'épreuve la plus difficile qu'on peut vivre dans une vie. Puis là-dessus, j'admire le courage de mon frère, ma belle-sœur qui a même
dit à un moment donné, il peut avoir pire, c'est des gens qui ont un enfant qui disparaît. Là. Donc, mais c'est une immense souffrance. Mais eux aussi sont un exemple qu'on continue à vivre avec nos blessures, qu'on peut agir dessus puis avancer. Mais cette souffrance-là, elle est là. Puis même, je pense même pas, j'ai pas la prétention de la connaître, leur souffrance. Et je la partage un peu avec eux autres, on en parle. Et je peux pas prétendre la connaître parce que je pense que c'est eux qui le vivent, puis c'est eux qui ont vécu cette grande épreuve-là. Mais c'est quand même assez inspirant, ton histoire et votre histoire commune avec ta famille, parce que à travers la souffrance, vous avez su vous mettre en action pour transformer ça en quelque chose de plus grand que soi, qui va pouvoir aider les autres. Et justement, on va terminer là-dessus. Tous les gens qui ont un grand cœur comme toi sur la Terre s'entendent pour dire que on reçoit tellement quand on donne. Oui. Qu'est-ce que ça apporte dans ta vie à toi personnellement d'avoir un grand cœur comme ça, d'être généreux et de vouloir donner autant? Ben ça donne une raison d'être, de se sentir moins un peu selfish là, aussi, parce que d'avoir des grands rêves, des grands projets, c'est très nourrissant. Je crois que c'est nécessaire d'avoir des objectifs dans la vie, des projets. Mais pour moi, en tout cas, ça fait pas de sens de juste penser à mon petit nombril. Là. C'est important de penser autour de moi. Bon, je pense que quand mes enfants étaient plus jeunes, j'ai beaucoup donné dans ma job de papa. Là, ils sont plus grands, puis donner, ben, ça demeure important pour moi. J'avais beaucoup, je me souviens plus jeune, j'avais de l'admiration pour un gars que je connaissais qui faisait beaucoup d'escalade. C'était un des bons grimpeurs au monde en escalade de glace. Il était plus vieux que moi d'une dizaine d'années et il donnait 10% de son salaire à chaque année. Tout le temps, il faisait 40 000 dans son année, il donnait 4 000 pièces de dons. C'était vraiment intégré dans son budget. Puis c'est ça que je fais aujourd'hui. C'est comme, pour moi, ça a été comme un mentor dans ce sens-là. Fait que j'essaie de donner ça 10% de mes conférences. En plus de... Ça, c'est ce que moi, je donne, mais en plus, ça crée un genre d'entonnoir pour attirer d'autres sympathies, d'autres dons. Au bout du compte, ça va faire être beaucoup plus que 10% de mon revenu, mais pour moi, donner, ben oui, je pense que quand on donne aussi, on reçoit. On reçoit non seulement en gratitude, mais on reçoit aussi, je pense, carrément... je pense que les énergies font en sorte que quand on donne, on reçoit, là. Puis un petit peu à la blague, je me souviens ma première expédition en montagne où j'étais vraiment dans une période de ma vie à 26 ans, j'avais des jeunes enfants, j'avais pas une scène. Et j'étais à Montréal, puis il y avait un itinérant qui m'avait demandé 12 piastres. J'avais été surpris par le montant. Il m'avait dit « As-tu 12 piastres? J'ai besoin de m'acheter un repas. » Dans ma tête, c'était comme... Je me suis pas posé de questions, puis j'y ai donné 12 piastres. Et après ça, j'ai fait une levée de fonds pour ma première expédition et j'ai ramassé 1200 piastres. Fait que quand on dit le ciel va te le remettre au centuple, c'était vraiment à ce moment-là, à la scène près, c'était vraiment fascinant, ça m'a marqué. Puis c'est ça, il ne faut pas donner dans le but de recevoir, mais dans le fond, juste lâcher prise un peu de... Tu sais, l'argent que je mets en ce moment dans le fond, je ne l'ai pas vraiment. Je le prends dans un REER que j'avais placé pour ma maigre retraite. Mais c'est quoi 5 000 sur des années de retraite? Ça va me faire quoi? 2 piastres de moins par semaine pour vivre, pour faire une différence dans le démarrage d'un fonds. Fait que pour moi, c'est ça. C'est de dire... Puis j'encourage, là, je pourrais lancer le message de dire, pensez-y à ça. Dans le fond, plus on est riche, plus c'est facile de donner 10% à une cause. Puis c'est de l'inclure dans notre budget. Puis
Donc, moi, c'est ça que je fais cette année et pour les années à venir via mes conférences. Puis j'encourage à tout le monde de dire, essayez de penser à ça, là. 10% pour une cause, de toute façon, il y a à peu près 30 à 40% qui vous revient en impôts. Donc, ça ne fait pas si grosse différence dans notre année, mais ça fait une immense différence sur tout ce que les causes qui ont besoin vont recevoir au bout de l'année. Écoute, je suis très d'accord. Le projet Love, c'est ça aussi. Je redonne 10%. Et donc, je m'engage, et je t'en ai parlé avant, mais avec la levée de fonds qu'on va faire de sociofinancement, il y aura pour chaque tranche de 5 500 $ qui seront donnés à cette cause-là, parce que je pense comme toi que plus on se place dans une attitude de gratitude et d'abondance, et plus on donne, ben, c'est comme ça qu'on peut faire une différence dans le monde. La différence, le changement vient de nous-mêmes. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec autant d'intimité, de vulnérabilité, d'authenticité. Je suis certaine que ça va inspirer beaucoup de gens. On va suivre la progression de ce fonds-là de façon attentive, et je partagerai encore une fois les liens. Bravo à toi d'avoir pris cette initiative-là avec ton frère et ta belle-sœur, et je souhaite que vous puissiez ramasser beaucoup d'argent pour pouvoir aider les enfants qui en ont besoin et les parents. Parce que, comme tu disais, la maladie mentale chez les jeunes, c'est une réalité, mais si on leur donne des outils, ils peuvent s'en sortir eux aussi. Donc, merci beaucoup. Puis ça se termine, écoute, avec un câlin. Okay. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne chance.